sûr qu'il y a plein de questions dans la salle. Mais une avant-première arène, ça va être un peu particulier pour vous. De fait, oui, parce que dans la salle, il y a beaucoup de gens de ma famille, voilà, brisés, et pas que brisés. Voilà. Et que, de fait, il y avait, en termes de probabilité, pour qu'un petit mec de l'Asie du Sud fasse des films, et comme assez peu de chance, d'autant que pendant très longtemps, je n'ai pas vu un film et pas vu un livre. Donc, voilà, j'ai fait des études techniques. Donc il y avait zéro chance que je me retrouve un jour à faire des films et de venir les présenter ici. Alors ça, dans cette nouvelle salle, que je ne connaissais pas, c'est émouvant, de fait, oui, à ce moment-là, voilà, dans cet échange-là. Voilà, ça fait plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a tout de suite des questions dans la salle? Ah ben, c'est parti. Ah, salut. Bonjour, une petite question justement sur les acteurs non professionnels, parce que je sais qu'un directeur de site est aussi un patron rennais. Quel était du coup pour vous exact, oui. Ouais, quel était... Il ne pouvait pas être là ce soir, ouais. Ouais. Voilà. Vous le connaissez? Oui, je connais bien. Voilà. Et donc je voulais savoir dans quelle mesure vous vous appuyez justement sur ce casting non professionnel pour avoir de la vérité dans votre film. Alors, la vérité vient aussi quand même du... Vincent Lindon n'est pas moins vrai, Sandrine Kiberlin n'est pas moins vrai, Anthony n'est pas moins vrai, Anthony Vajon, le jeune homme. C'est pas au même endroit. C'est-à-dire que je n'aurais pas la... Franchement, ce que font tous les acteurs non professionnels, je pense qu'il n'y a aucun acteur professionnel qui est capable de le faire de cette manière-là. Pour autant, je pense que tout ce que font les acteurs professionnels, les acteurs non professionnels ne sont pas capables de le faire. Voilà. Ce que fait Vincent, ce que fait Sandrine, ce que fait Anthony. J'ai pris des acteurs professionnels pour le faire parce que c'est un travail. Voilà. Pour autant, il se trouve qu'il y a des gens comme Sarah qui sont capables, alors ils sont peut-être capables de faire plus gros, pourquoi pas, mais en tout cas, j'ai pu le voir dans La Loi du marché en guerre et un autre monde, avec beaucoup de gens, ils sont capables de faire quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire de tenir un rôle, un vrai rôle, généralement, mais pas ça, à l'endroit de leur fonction. Alors c'est très particulier parce que La Loi du marché en guerre, 100% des personnes qu'on voit à l'écran sont à l'endroit de leur fonction dans la vie. Tous les cas sont calmes, les doublés sont... Et en fait, Sarah, plus que Marie Brucker, Marie, vous la connaissez comme journaliste, mais c'est quand même quelqu'un qui a dirigé de manière ou d'une autre des équipes. Voilà, c'est une femme d'autorité, elle est productrice maintenant. Voilà. Sarah, c'est la seule personne du casting qui n'est pas à l'endroit de sa fonction. Quand on s'est rencontrés, je l'ai rencontrée comme une cadre, c'est la personne qui a fait le plus de rounds d'essai. Il y a eu 5 fois, je crois. 5 fois. Voilà. Elle est venue 5 fois. Et à l'arrivée, alors elle est syndicaliste, elle pourrait être cadre syndicaliste. Spontanément, je ne l'avais pas forcément dans les cadres de l'entreprise, quand je la vois à l'écran. Mais c'est la première fois que quelqu'un n'est pas à l'endroit de sa fonction dans la vie et à l'écran. Voilà, donc c'est particulier. Bah, si on est sur ce terrain-là, Sarah, il faut que vous nous expliquiez un peu cette expérience. Comment vous l'avez vécue? Comment j'ai vécu? Extrêmement bien. On s'est rencontrés effectivement au départ quand il y avait un casting. Il y a quelqu'un qui joue dans le film aussi qui s'appelle Didier Bille, qui j'ai déjeuné un jour et qui me dit Stéphane, j'ai fait un casting, il faudrait que tu y ailles. Donc voilà, c'est que je suis arrivée sur le casting au départ sur un poste de cadre. Et puis on a beaucoup discuté. Dans le casting, on a beaucoup parlé. Et puis effectivement, je crois qu'il était apparu assez rapidement que j'étais peut-être plus à l'aise dans le rôle que j'ai dans le film que dans celui d'un cadre d'entreprise. Mais ça aurait été un honneur de toute façon de jouer un cadre ou le rôle que je tiens dans le film. Et quand Stéphane dit que les acteurs non professionnels apportent quelque chose que ne peuvent pas apporter les professionnels et vice-versa, vous avez le sentiment d'avoir amené avec vous quoi dans ce rôle? Une expérience de l'entreprise, une sensibilité? Je pense qu'on amène juste ce qu'on est, c'est-à-dire que pendant le casting, en fait, on discute avec Stéphane,
joue, etc. Et il va chercher, je pense, hein, chez les acteurs non professionnels comme chez les acteurs professionnels, ce qui lui parle à un moment pour le film. Et je pense qu'on vient juste avec ce qu'on est, en fait. Et puis après, on est dirigé sur le plateau et on a un texte qui est très décrit aussi. Donc, je pense que on vient juste avec ce qu'on est, en fait. Et depuis, vous êtes devenu responsable syndical. Voilà. D'autres questions dans la salle? Oui, pardon. Alors, juste, le cadre dont monsieur parle, en fait, c'est le gars qui est très proche de Vincent, qui va essayer de dealer son projet face à Marie Drucker. C'est Olivier Bonnet, en fait, qui est un chef d'entreprise assez successful. Hein, qui a une partie de son entreprise qui est à Rennes, donc il est à Londres ce soir, sinon on serait ensemble ce soir. Il passe beaucoup de temps à Rennes. Et c'est des expériences extrêmement privilégiées, hein, de pouvoir échanger, parce qu'évidemment, le casting, c'est des mois et des mois et des mois de travail. Et là, sur Enguerre, on avait dû rencontrer 600 personnes, donc beaucoup d'ouvriers. Là, c'est 200 cadres qu'on rencontre. 200 cadres, chaque rencontre, c'est 1 heure. Donc, c'est 200 heures, et il y a des gens qu'on rappelle, donc c'est une heure. Et pendant cette heure, en fait, il y a 25 minutes de discussion, vous faites quoi dans la vie, etc. Et puis, je continue de nourrir, moi, ma compréhension d'un milieu, d'un système, avec ces discussions. Et quand je ne sais pas moi qui suis là, elles sont enregistrées, donc je peux les voir après. Et puis après, il y a les essais, proprement dit, où j'écris des textes qui ne sont pas des textes du film, et ils sont ils sont plongés immédiatement dans la technique à moi de travail, et j'essaie de voir en fait leur capacité à être naturel devant une caméra, c'est pas donné à tout le monde, à être capable d'entendre des informations, de corriger ceci ou cela. Il y en a qui répondent immédiatement et intelligemment, et donc il y a ce travail qui est fait, et ça veut dire 5 fois, c'est très rare. C'est très très rare. C'est très très rare. Mais alors il y a une chose qui est singulière avec Sarah, c'est que, en fait, et heureusement que je ne le savais pas en fait avant, c'est qu'en fait, elle m'a raconté après, c'est qu'Enguerre, elle l'avait vu beaucoup de fois. Mais quand je dis beaucoup de fois, c'est même plus que moi. C'est-à-dire, moi je l'ai vu 700 fois au montage, etc. Mais le film terminé, je l'ai vu, je ne sais pas, peut-être 7-8 fois, 10 fois, je ne sais. Mais Sarah l'a vu plus de fois que ça. Et donc, tu m'as raconté l'anecdote et tu m'arrêtes si c'est au moment où je me plante. C'est que, ce dont je me souviens, c'est qu'elle avait dit à un ami, alors elle avait quand même beaucoup vacillé ses amis avec Enguerre. Et donc, elle se retrouve au casting de mon film suivant. Donc elle a dit à un de ses amis, en fait, je fais le casting de Stéphane Brisé. Et là, je crois que mon ami t'a pris pour une mythomane. Elle a dit, d'accord, elle a basculé dans un autre monde. On l'a perdu, ça, on l'a perdu. Et donc, à la 5e fois, je voulais vérifier un dernier truc, et c'est une chose que je fais généralement pas, mais je l'ai fait pour toi et pour Marie. Je lui ai dit en face, voilà, Sarah, je voulais vérifier un truc, mais si tu veux, t'as le rôle. En vis-à-vis, comme ça. Et là, elle était touchée, elle était émue, etc. Et elle m'a demandé un truc qui était tellement touchant. Elle m'a dit, donc elle me raconte cette anecdote qu'elle avait racontée à son pote, qu'elle avait dit que son pote croyait qu'elle était mythomane, et qu'elle dit, est-ce que tu peux faire qu'on puisse faire une photo ensemble pour lui prouver que c'est vrai, que je veux vraiment faire ton film, etc. J'ai trouvé ça très mignon. Et si on m'avait dit que quelqu'un avait vu, je crois, 40 fois mon film, je pense que je ne l'aurais pas prise parce que j'aurais peur, soit d'envahissement, soit de plateau. Et c'était tellement bien. Et il se trouve qu'en fait, le rôle que fait Sarah, c'est marrant comment les choses se font, c'est qu'en fait, son rôle était divisé en deux sur le papier. Et la première, il y avait tout ce qu'elle dit, il y avait une autre personne qu'on disait la moitié, donc je savais que je cherchais 2 syndicalistes, femmes, et il y a eu quelqu'un d'autre qui a fait le casting, qui était intéressant, etc. Et la première séquence qu'on tourne avec les ouvriers et les syndicalistes, c'est la séquence quand Vincent est très véhément devant la dame en disant Madame Torti, vous ne faites pas gaffe, etc. Il y a l'accident avec Vincent. Ça, c'est la première séquence qu'on tourne. Et il s'avère que l'autre personne, ce jour-là, a un peu plus de texte que Sarah, et en fait, je vois qu'elle n'assure pas. Ça ne marche pas. C'est très rare que ça arrive. Elle n'assure pas. Je réfléchis vite, je dis ok,
tout ce qu'elle dit, c'est pas très important, je ne vais pas le couper au montage, donc vous l'apercevez dans l'image. Et en fait, on est le vendredi. Et là, je dis à mon équipe, je dis voilà, la fille, je vais être obligé de lui dire que c'est terminé. C'est pas agréable. Et on va tout redonner à Sarah. Et donc à ce moment-là, Sarah se retrouve, tout ce qu'elle dit était divisé en deux, se retrouve un très gros rôle. Et à un moment, voilà, on est sur le plateau avec des scènes beaucoup plus importantes. Et là, je pense que la pression va commencer à monter à ce moment-là, parce qu'on est face à Vincent, il y a 3 caméras autour, un mec un peu tendu, moi en l'occurrence, sur le plateau, et puis tout le monde, voilà. Donc c'est une expérience émotionnelle très forte pour tout le monde. Voilà. Vous avez vécu l'expérience de la recours policière, vous avez traversé les... Oui, vous disiez tout à l'heure que c'était très écrit, et ça me semble effectivement très écrit. Quelle est la part de l'improvisation, notamment dans les dialogues? C'est-à-dire que je ne sais pas si vous écrivez à ce point, par exemple, quand il se coupe la parole, quand il y a vraiment de l'argumentaire contre argumentaire. Est-ce que ça c'est très écrit, ou il y a une part, enfin, vous laissez une part de spontanéité, enfin, comment c'est géré? Alors il y a une part de spontanéité, une part de liberté qui est laissée, il n'y a aucune part d'improvisation. En fait, l'intégralité de ce que vous entendez, même une insulte, même un mot, tout est dit. Voilà. Ce que je permets, c'est des scènes très très longues, hein, quand les comédiens héritent des scènes, c'est des paquets de pages, hein, c'est pas des petites scènes, hein, c'est 6, 7, 8 pages, c'est du costaud. Et ce que je permets à tous les comédiens, professionnels et non professionnels, c'est de dire la phrase comme ils veulent la dire. Ils ont interdiction de rajouter des informations, ils ont interdiction de changer l'ordre des informations, parce que c'est structuré, les scènes c'est comme un moteur de voiture, il faut que ça tourne. Et ils ont par contre le droit de dire ce qui est dit, mais avec leurs mots à eux, donc ça change, ils s'approprient la chose. C'est la zone de liberté qu'ils ont. Mais il n'y a rien, vous entendez, qui n'est pas écrit sur le scénario, intégralement. Donc, de fait, comme ils ont le droit de le dire avec leurs mots à eux, il y a une très grande écoute, ce qui fait que, comme dans la vie, on se chevauche, on s'interrompt, etc. Donc on est dans cette... c'est ça que je veux récupérer, c'est ce vrai-là. Donc, c'est réussi. Ben, merci. Oui, une question là-haut. Mais tu peux en... Ah, plein de questions. Super. Là, je voulais savoir, dans ce film, qu'est-ce que vous voulez faire apparaître. J'ai l'impression que c'est l'avenir de toutes les entreprises, surtout américaines, qui sont en train d'écraser un peu l'Europe, c'est ça. Et vous avez des sujets comme toujours, comme syndicalistes, tout ça. On voit bien que c'est pour défendre des causes, quoi. Je voulais savoir où vous en étiez de ce côté-là, quoi. Un petit peu. Où j'en suis de ce côté-là? Ouais, pas mal. Je trouve que c'est des messages forts, quand même, ce que vous envoyez dans vos films tout le temps. Alors, j'espère que même avant la loi du marché, les films aussi avaient, même si ce n'est pas des films dits politiques, dits sociaux, ils avaient quand même une certaine force, quand même. Mais effectivement, depuis la loi du marché, il y a une réflexion sur la manière dont les hommes et les femmes subissent finalement le monde et encaissent finalement le monde à des endroits de grande tension, notamment liés à des décisions ultralibérales. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a pris de la place comme une nécessité, qui n'était pas présente dans mes premiers films et qui, peu à peu, c'est pas peu à peu d'ailleurs, c'est que tout à coup, avec la loi du marché, bim, c'est arrivé. Et la loi du marché a invité en guerre a invité celui-là, c'est-à-dire que c'est des rencontres successives qui ont généré des réflexions successives, des questionnements successifs, et qui ont fait que les films se sont construits comme ça. C'est en rencontrant beaucoup de cadres sur en guerre qu'ils, pendant les moments de tournage et pendant les moments de casting, quand je résume le film, ils me racontent un bout de leur histoire personnelle et ils me disent, vous savez, c'est pas tout le temps simple hein, de porter l'injonction, de porter la décision de l'entreprise. Bah bon, on le fait, hein, on est payé pour ça, on essaie d'être solide, mais je vous le dis, c'est voilà, des petits bouts d'histoire comme ça. Et puis finalement, c'est ces petits bouts d'histoire qui ont déclenché un autre monde. Se dire, mais autorisons-nous à nous
poser la question de savoir s'il est simple pour tous les cadres d'entreprise de porter l'injonction. Et il s'avère que non, et que indépendamment de toutes ces petits bouts d'histoire qu'on m'avait raconté, il y a déjà des littératures qui ont été écrites par des sociologues, par des psychanalystes, psychiatres spécialistes du monde du travail, qui ont déjà écrit depuis un certain nombre d'années sur cet endroit de tension du système et de tension personnelle. Voilà. Et tous ces questionnements qui sont mis à l'œuvre dans l'environnement de l'entreprise. Moi, évidemment, je fais des films avec des trains qui arrivent en retard. On fait des films avec des trains qui arrivent en retard. Donc quand on fait un film sur un couple, on fait un film sur un couple qui ne va pas bien. Ils vont peut-être se retrouver à la fin, mais ils vont passer par des moments difficiles. Ça ne veut pas dire que je pense que ça va mal dans tous les couples. De la même manière, je ne pense pas que ça va mal dans toutes les entreprises. Néanmoins, il y a suffisamment d'endroits de tension liés à l'ultralibéralisme. Il y a suffisamment d'endroits qui déconnent pour que d'une manière assez objective et assez honnête, on puisse aller regarder en disant voilà, il y a des endroits du monde aujourd'hui qui racontent cette histoire. Voilà. Donc, moi, je rencontre des gens. Parce que moi, je suis quelqu'un, ma vie, c'est un mec dans un bureau qui écrit des histoires, dont je ne connais pas. Je ne sais pas si je voulais raconter comment fonctionne le cinéma, je passerai du temps ici, qu'est-ce que vous faites, etc. Là, je rencontre des gens, ils me racontent leur histoire, et après, je fabrique de la dramaturgie. J'essaye de ne pas être un procureur, d'instruire à charge. J'essaye de donner à chacun des personnages, de chaque côté, les ouvriers, les cadres, etc., la parole la plus intelligente, la plus structurée possible, pour que, mises côte à côte, toutes ces paroles soient suffisantes pour nous montrer l'indécence d'un système, l'anomalie d'un système. Voilà. Pour moi, le problème, il est systémique. Le problème de système, ce n'est pas un problème d'individu, ce n'est pas uniquement un problème de classe, des pauvres ouvriers qui se battent contre les riches cadres, si, bien évidemment, les plus modestes d'entre nous, les plus fragiles d'entre nous, les ouvriers qui sont les premiers à prendre de plein fouet les décisions économiques des entreprises de réduction de coûts, ils sont face à des cadres qui ne sont pas tous d'accord, si à l'aise que ça, et j'ai voulu en rendre compte pour traduire l'idée que le problème est un problème de système et pas uniquement un problème de fonction et de classe sociale, parce que tant qu'on laisse se battre les uns contre les autres, les pauvres contre les plus riches cadres, ceux qui en tirent le très gros bénéfice sont tranquilles puisqu'on ne réinterroge pas la mécanique. Voilà. Et en disant ça, on dit, pour qui a parlé de ça? Très modestement, j'essaie de fabriquer des histoires qui racontent ça. Il se trouve que c'est des zones de guerre, en fait, comme on fait des films de guerre très intéressants. On peut faire des films intéressants parce qu'il y a des endroits de tension. Voilà. Et je trouve que c'est un champ un espace à regarder que je trouve absolument fascinant parce qu'il parle de nous. Et quand je dis de nous, je m'intègre dedans. Il parle de moi. Je suis peut-être arrangé pour être un endroit du monde, je ne suis pas confronté à ça, moi. Et en même temps, l'économie, quand vous faites des films, vous êtes continuellement contraint par l'économie. Les choix à faire, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, c'était ma réponse. Et voilà, j'ai répondu un peu. Merci beaucoup. D'autres questions? Voilà. Bonsoir. On m'arrive à vous poser juste une petite question qui va complémenter. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Je vous suis depuis pas mal d'années, mais je connais déjà ma famille. Voilà. En fait, j'ai l'impression de me retrouver dans votre film avec mon histoire, parce que je suis une ancienne syndicaliste engagée et où j'ai eu un poste très très important dans un gros groupe. Je me suis retrouvée sur beaucoup de situations, dans le fait que, en fait, sur les émotions, sur les séquences, sur les sujets, en fait, même si c'est l'industrie, c'est un autre secteur, mais ça touche dans le champ, comme vous disiez. Et ce qui est très, enfin, je trouve que c'est assez intéressant par rapport
je suis très contente parce que je reconnais qu'en fait, par rapport à mon expérience, en tant que syndicaliste, qu'il y a les gens que j'ai traversés avec des très grands postes, en fait, on a fait des choix aussi à un moment donné, comme vous l'évoquez, et ce qui est pris par la position de Vincent Lindon et la position de sa femme, c'est qu'aussi on fait un sauf qui peut, que ce soit le directeur général, un directeur financier, la syndicaliste, c'est qu'on sauve ce qui reste d'honorable, avec le collatéral qui n'est pas sans conséquence, et vous l'évoquez très bien, avec les années. On sauve ce qui est sauvable, c'est-à-dire sa famille, tout ce qu'il y a autour aussi, les constructions et les valeurs. Donc je pense que ce que vous êtes aussi par rapport à comment on vient de la source, comment on a été élevé, vous le transposez très très bien sur cette façon de ce qu'on est en fait ici. Je pense qu'on a une certaine façon notoire d'être, et j'ai travaillé avec des gens où ça traduit tout à fait les constats. Donc voilà, je voulais vous dire que je trouvais ça très très bien interprété. J'ai pas retrouvé dans d'autres films assez engagés depuis pas mal d'années, où ça transparaît autant sur les sentiments que les situations, en fait. C'est talent René, ça c'est... Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Voilà, mon mari voulait juste vous poser... Alors, je m'autoriserai à dire, si votre mari peut faire une question, mais plus ramassée. Vous voyez, un truc plus ramassé. Et merci pour votre intervention. Juste, je voulais vous dire que c'est pas parce qu'on vient d'un milieu modeste que forcément, en grandissant, on est moins con. C'est-à-dire que j'ai vu des gens devenir friqués en venant des milieux modestes, et c'était les pires. Voilà, c'est pas si inéluctable que ça d'être... voilà. Les chemins, c'est ce qu'on en fait. Bonsoir, je vais parler beaucoup moins que ma femme. Du coup, moi, c'était par rapport à l'acteur Vincent Lindon. Vous avez l'habitude de travailler souvent avec lui. Et je sais que voilà, dans son rôle dans Titan, je ne me rappelle plus du nom de la scénariste, mais elle avait dit qu'elle avait, avant d'écrire le scénario, elle avait déjà choisi l'acteur. Et je voulais savoir si c'était la même chose pour vous lorsque vous avez réalisé le film. Est-ce que vous aviez déjà choisi Vincent Lindon pour ce rôle? C'est pas une réponse aussi définitive que ça. En fait, il se trouve que j'ai croisé la route d'un acteur qui, chose très étrange, alors que moi j'ai un milieu très modeste, Vincent vient d'un milieu très bourgeois, parisien, c'est la grande bourgeoisie éclairée, parisienne, intellectuelle. Donc il y avait quand même assez peu de chances que nos routes se croisent. Et qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Il s'avère que c'est chose étonnante, qu'on est donc structuré intimement bien au-delà de là d'où on vient socialement. Parce qu'il se trouve qu'avec Vincent, ce qui me met en colère le met en colère, ce qui le fait rire me fait rire, ce qui l'angoisse m'angoisse, il y a des mécanismes très similaires. Voilà. Et moi, j'écris pour moi des histoires, je suis pas acteur, et j'ai croisé la route d'un mec, je trouve qu'il joue bien, c'était pas brisé. Voilà. Donc, chaque chose que j'écris et qui est projetée dans un personnage qui a à peu près mon âge, Vincent a un petit décalage d'âge, mais il est un tout petit peu plus âgé que moi, mais assez facilement, indépendamment de cette histoire d'âge, il met ses pas très aisément dans mes pas à moi. Voilà. Parce que ce que j'écris, il va immédiatement s'y retrouver. Il y a zéro discussion de psychologie, de tout ça, en fait. Ça se fait très naturellement. La colère, les colères qu'il porte, le désarroi qu'il porte, les rires qu'il porte, c'est exactement comme ça que je voudrais les jouer si j'étais acteur, et c'est super précieux d'avoir croisé la route. Mais en même temps, c'est un peu des fois compliqué, c'est qu'on s'est bien dit, je considère que Vincent ne me doit rien, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'accepter quelque chose que je vais lui proposer, mais pour autant, je ne lui dois rien, et on s'est dit, c'est quelque chose de clair, en fait, il y a cette franchise-là entre nous, c'est que
je n'écris pas, je ne suis pas scénariste officiel de Vincent Lindon, et que si à un moment il semblait plus judicieux de prendre un autre acteur pour faire un personnage, et c'est arrivé pour une vie. En fait, entre La Loi de marché et Angers, j'ai fait une vie, l'adaptation de Maupassant, c'est Jean-Pierre Darroussin qui joue le rôle, et Vincent m'a dit, Stéphane, moi je veux jouer dans le film, je veux être le père. Alors je lui dis, c'est flatteur que Vincent Lindon veuille absolument jouer dans votre film, et il dit, je veux faire des essais. Non, mais je pense que c'est pas une bonne idée, t'as pas l'énergie du personnage, c'est une énergie plus molle, comme ça. Non, mais Stéphane, écoute, je veux faire les essais. C'est très difficile de résister à ce désir-là. Donc, il n'a pas fait les essais, et je lui ai dit non, ça ne sera pas toi qui jouera dans une vie. Donc, c'est important que le désir soit porté par, que la proposition soit portée par une nécessité, et pas par un quelconque dû ou une quelconque habitude de tourner ensemble, parce que c'est pas bien, quoi, c'est pas bien. Mais si on peut continuer, s'il y a des opportunités de continuer à faire des films ensemble, le plaisir sera partagé, parce que la relation elle est belle, parce que la relation elle est franche, on se dit tout, les choses qui sont sympas, les choses qui sont moins sympas, mais qui sont toujours dites avec bienveillance et honnêteté, que ce soit dans la vie, que ce soit sur le tournage. Il y a une relation que je trouve vraiment chouette. Et je voudrais juste poser une question en fait, à Sarah, parce que finalement, on se connaît sans se connaître. Moi, j'ai passé beaucoup plus de temps avec Sarah face à l'écran, enfin, en étant, je l'ai vu à l'écran pendant que je faisais le montage, que finalement, elle avec moi. Et pour rebondir sur la question de Madame, sur finalement, ce que tu vois, toi, à l'écran, de la vie de cet homme, est-ce que c'est des choses et des préoccupations, des questionnements qui sont prégnants, en fait, dans ta vie, dans la vie d'autres personnes? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as été confronté, qui sont simples à gérer? Est-ce que tu as imaginé, quand tu as commencé ta carrière de cadre, que ça serait ça aujourd'hui? Est-ce que tu as vu une évolution? Est-ce que le film rend compte de quelque chose de ta propre expérience? Alors oui, complètement. Alors moi, je suis pas que cadre, je suis DRH. C'est-à-dire, je suis la personne qui, dans l'entreprise, est censée s'occuper des êtres humains. On y arrive quelquefois, on y arrive moins bien. Cela étant, oui, c'est des cas qu'on rencontre très souvent et de plus en plus, de gens qui se questionnent, qui à un moment sont à l'heure des choix. Il y a une phrase notamment qui m'a particulièrement touchée dans ce film, c'est difficile de faire bien quelque chose auquel on croit de moins en moins. Alors c'est pas dans le film, c'est dans le petit module. C'est dans la petite capsule. Ouais, on a fabriqué une capsule qui circule sur LinkedIn, pour ceux qui ont LinkedIn. On a fabriqué une petite capsule et en fait Vincent dit ça, c'est ce que tu veux dire. Exactement. Et Vincent a ces mots-là, et ça c'est vraiment extrêmement prégnant, je trouve, de ce qu'on rencontre en tant que DRH, d'accompagner des hommes et des femmes dans les entreprises. Je fais ça depuis 25 ans maintenant presque. Et c'est très juste, c'est aussi sur le dialogue, sur le fait que, comme tu le disais, tu rencontres aussi beaucoup de gens pour que le vocabulaire rencontre à un moment des personnages. Donc j'ai trouvé ça d'une justesse vraiment épatante, et ça rencontre, comme tu le disais très justement, non pas de toutes les entreprises, mais de certaines entreprises qui sont dysfonctionnelles, puisque tu écris des films sur des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Une question de monsieur gauche. Monsieur à gauche, je n'ai pas forcément dit monsieur de gauche. Bonsoir, merci beaucoup pour le film. Il y a quelque chose qui m'a frappé assez rapidement. Je ne sais pas si vous l'avez en tout cas préparé bien en amont ou pendant le tournage, enfin même le tournage. C'est la question des plans longs qui peuvent être à la fois, que j'ai trouvé à la fois, et ça se voit, très lyriques, musicaux, et à la fois très verbeux. Est-ce que ça a été une volonté? Ça m'a fait penser, j'y pense parce qu'on voit ça en cours en ce moment, mais à Jean Renoir avec le crime de Monsieur Lange, à la fois sur les thématiques pour comment dire, un peu vulgariser prolétariat et le grand capital. Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez pensé, les plans longs bien en amont ou plutôt pendant le tournage? Il n'y a pas de chose que vous voyez à l'écran qui n'est pas à un moment, qui n'a pas été décidé. Tout est désiré, en fait. Que la musique commence à ce moment-là, que ce soit cette musique-là, même si ce n'est pas moi qui l'ai composée, ce dialogue-là, que ce soit par
rien, strictement rien, jusqu'à la forme des lettres du générique, jusqu'à la vitesse à laquelle le nom apparaît dans le générique, est-ce que ça va être en 12 images, en 18 images, à quel moment la musique de tout, 100% des choses est décidé. Donc tout ce qui est de l'ordre de la mise en scène, des choix de mise en scène, de travailler sur la longueur des plans, etc., que ça soit tourné à X caméras, tout est décidé par moi. Donc le principe, c'est qu'en fait, une mise en scène, c'est une hypothèse. Et qui n'est pas tout le temps la même hypothèse. C'est-à-dire que la loi du marché est en guerre, emprunte à une dialectique, par exemple, très documentaire, et que j'ai complètement modifié sur ce film-là. Même si ça reste des films extrêmement réalistes, ils ne sont pas mis en scène de la même manière. Et alors, ce que je fais, moi, c'est que il y a toujours une scène un peu clé que j'ai en tête, qui ressort, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle recèle en elle-même toutes les problématiques auxquelles je vais être confronté, et que je vais tester avant le tournage. Donc, c'est-à-dire qu'avant le tournage, il y a une journée, ça peut être une quinzaine de jours avant, il y a une journée où je vais... il y a toute l'équipe, on est comme un jour de tournage, là il y a 3 caméras, parce qu'il y a certaines séquences qui sont tournées à 3 caméras, donc il y a toute l'équipe, et je vais tester mon hypothèse de mise en scène. Là, la grande différence, par exemple, avec En guerre, c'est que les caméras, sur En guerre et sur le marché, il y avait un côté un peu, on va dire, documentaire, c'est-à-dire que la caméra allait chercher un peu les plans. Alors, il y avait une réflexion sur la place de la caméra pour avoir j'ai envie de dire, je résume, un rendu documentaire. Voilà. Là, c'est très différent. Et je vous dis pourquoi c'est différent, parce que, en fait, il s'agissait d'introduire une notion de fiction dans ce film qui est moins présente dans Gamin, si ce sont des films de fiction, avec un acteur connu, etc. Il y avait une idée d'envoyer dans l'inconscient, sans qu'on ait fait des grandes études de cinéma du tout, mais c'est qu'on se dit, ah oui, c'est un film de fiction, mais moi je sais pourquoi. Et pourquoi renvoyer une idée de fiction beaucoup plus grande dans ce film? Parce que je sais que je vais traiter de l'intime. Et il y a une anecdote qui m'a beaucoup marqué, le metteur en scène polonais, qui est très connu, qui s'appelle Krzysztof Kieslowski, celui qui avait fait le Décalogue, la double vie Véronique, le blanc rouge, etc. Voilà. C'est quelqu'un, en fait, qui a commencé sa carrière comme documentariste. Et puis un jour, il a dit, en fait, pour pouvoir passer le seuil de la chambre à coucher, pour pouvoir accéder à cette intimité-là, il faut que je fasse de la fiction. Le documentaire me permet de rendre compte il faisait des films sur les fonctionnements et les dysfonctionnements des pays communistes, de la Pologne en l'occurrence, et c'était passionnant. Mais lui, il voulait raconter l'intime des gens. Il dit, avec la caméra documentaire, je ne peux pas être dans la chambre à coucher. Alors je dis la chambre à coucher, c'est pas forcément la chambre à coucher, mais c'est l'endroit où on va parler de l'hyper-intime de deux personnes. Et ce film, je savais qu'il allait convoquer tout un pan d'intimité entre Vincent, le personnage de Vincent, et le personnage de Sandrine. Si je n'ai pas une caméra de fiction, je ne peux pas être à l'arrière de la voiture sur le parking de l'hypermarché, parce que si c'était un esprit documentaire, je ne peux pas être là. La caméra ne peut pas s'inviter à cet endroit-là. Vous voyez? Donc je construis le film différemment. Et en fait, la grande différence, c'est qu'en fait, il arrive, les séquences qu'on a tournées avec Vincent, des fois, il y a 3 caméras qui sont braquées sur lui. Et pour donner le sentiment de prise en étau. En fait, c'est pas seulement un acteur qui joue formidablement bien, un état d'écrasement, c'est aussi une mise en scène qui raconte un mec qui est serré, qui est snipé de tous les côtés. Voilà. Et mon hypothèse, c'est, voilà, je vais filmer Vincent dans ces scènes-là, sous tous les axes, pour lui donner le sentiment qu'il est pris au piège. Voilà. Ça, c'est mon hypothèse, je la teste. Et puis, je vois si ça fonctionne, je monte la séquence. Alors, j'écris des séquences spéciales qui ne sont pas dans le film, pour que le jour où on les joue pour la première fois. Mais voilà, je teste mes hypothèses de mise en scène comme ça, au travers d'une scène clé. Voilà. Bonsoir. Merci pour votre film et bravo. Toujours plein d'humanité. Oui. Alors, moi, j'ai une question par rapport au rôle de Lucas, le fils. Très bien joué, très finement joué par Anthony. Ma question, c'est quelle est votre intention, en fait, quand vous avez écrit le film et par rapport à ce rôle? Alors, mon hypothèse, c'est que, en tout cas, moi, ce que j'ai pu
repéré, c'est que ça peut être un miroir en fait, de la folie de ce monde. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, ce serait que le rôle du papa, en fait, qui est très absent par rapport à sa famille, a pu impacter en fait cet enfant qui, dans sa folie, en fait, peut montrer aussi quelque chose à la fois d'un manque par rapport à l'éducation, mais aussi pour renvoyer en miroir le fait que le père soit très absent et très impliqué dans son travail. Alors, il y a une chose qui n'est pas une politesse que je fais à chaque spectateur qui me propose une interprétation du film ou de certaines séquences, c'est que je pense que, à partir du moment où le film existe et qu'il est présenté à des gens, en fait, on s'empare de choses, et la manière dont on les ressent, c'est juste, puisque on le ressent ainsi. Je n'ai pas plus raison. Moi, j'ai certaines motivations qui vont présider à l'existence de l'écriture des scènes, mais à un moment, le film, il rend compte de votre propre histoire. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs dans le travail de dramaturgie quelque chose qui est le plus touchy, en fait, le moins simple à fabriquer, c'est finalement fabriquer une histoire qui tient la route. Il faut déjà le faire, c'est pas rien, de prendre la main du spectateur au départ, et puis on l'emmène jusqu'au bout, on crée des émotions, etc. Et à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui est particulièrement pas simple à fabriquer, c'est des espaces vacants, dans lesquels tout ne va peut-être pas être dit, tout ne va peut-être pas être montré, mais dans lesquels on va pouvoir y projeter notre propre histoire. Et quand je dis tout n'est pas dit, c'est par l'écriture, mais tout n'est pas montré, c'est par la mise en scène. L'exemple, par exemple, c'est la scène de la visite de la maison. C'est-à-dire cette visite de maison, qui personnellement m'émeut beaucoup, on ne voit rien de la maison. On ne voit pas les mecs qui vont acheter la maison. On est sur Vincent, le personnage que joue Vincent et le personnage que joue Sandrine, on est sur eux. Mais c'est notre maison qu'on voit en ce moment-là. C'est nous qui entendons les gens qui disent « Ah, elle est super, cette maison, c'est formidable, tous bon. Ah, c'est génial ce qu'on va y faire. » Mais nous, ça nous renvoie à notre propre histoire. Donc à ce moment-là, Vincent, les acteurs deviennent des supports à notre propre imaginaire. Mais si c'est émouvant, c'est parce qu'on y projette quelque chose de notre propre histoire. Et puis pour d'autres, ça sera une autre scène qui sera émouvante, etc. Donc à un moment, l'interprétation qu'on fait des choses, c'est juste. Voilà. Il y a des choses que vous dites, il y a des choses qui font écho à des choses que j'ai dites dedans, il y a des choses, pas complètement, mais c'est pas plus vrai ou moins vrai. Ce qui m'arrive en premier comme information, c'est que j'entends parler, dans tous les témoignages qu'on rapporte, que depuis un certain nombre d'années, pas depuis très longtemps, mais une petite dizaine d'années, on commence à avoir des étudiants ou des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui, à peine ont-ils mis un pied dans l'entreprise, ou à peine n'ont-ils même pas encore terminé leurs études, beaucoup de commerces, pètent un câble. Ou qui disent ciao bye à tout ça et qui vont faire un métier manuel pour redonner du sens à leur place dans le monde. Ça. On raconte ça. Et il y a ceux qui pètent un câble. Ça existe. Je trouve ça intéressant. Alors, je trouve ça intéressant d'en rendre compte, mais je ne peux en rendre compte que si je l'intègre à l'histoire principale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'événement de l'effondrement psychique de son fils devient un événement qui va participer à l'évolution du papa. C'est très important. Ça ne peut pas être juste, je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un sociologue qui a dit « Ah, voilà, ça existe et que c'est détaché du récit ». Non, si je trouve ça intéressant d'en rendre compte, mais que ça soit utile pour le papa. Pourquoi c'est utile pour le papa? Parce que, en allant voir, en lisant les travaux par exemple, de Christophe Dejoux, qui est un psychiatre, psychanalyste, spécialiste du monde du travail, il a beaucoup écrit sur les mécanismes d'asservissement à l'intérieur des entreprises. Voilà. C'est un sujet d'étude de toute sa vie. Voilà. Il a écrit des bouquins très fondamentaux là-dessus, et notamment sur la notion du courage. Voilà. Et d'ailleurs, le film est construit autour de cette idée de courage avec un individu, enfin une personne qui dit le courage, c'est de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on doit faire quand même. Bon, voilà, ça c'est le patron américain qui dit ça. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui dit de manière moins péremptoire, enfin qui donne une autre définition du courage, c'est Sandrine, le personnage que joue Sandrine. C'est qu'elle dit, en substance, je m'en vais pour sauver ma peau, ça ne m'arrange pas. Est-ce que le courage, ce n'est pas de s'extraire d'une situation qui nous fait souffrir? Voilà, c'est une autre définition, et c'est à ça qu'elle répond, Sandrine. Donc cet enfant, je trouve intéressant de rendre compte de ça et de l'intégrer à l'histoire du papa, parce que
de jour et les gens qui travaillent sur ces sujets-là disent que pour quelqu'un comme le personnage que joue Vincent, qui est pris dans un mouvement dont il ne peut pas sortir. Le seul moyen qu'il a, cet homme-là, de sortir de cet état d'immobilisme face à l'activité, l'incapacité à résoudre son problème. Alors, il n'arrive pas à résoudre le problème. Pourquoi? Parce que lui pense que c'est un bon élément, c'est un mec compétent. Il pense que le problème vient de lui. Puisqu'il a déjà réussi les années passées à faire des réductions de coûts, c'est que le problème vient de lui. Et d'ailleurs, Marie Drucker, le personnage que joue Marie, n'oublie pas de dire entendons ce que les Américains nous disent, essayons d'être plus grands que ce que l'on est. Alors, imaginez le personnage que joue Vincent, le mec, il fait des heures au carré chez lui à essayer de résoudre des problèmes, il faut qu'on lui demande d'être plus grand que ce qu'il est. Donc ça veut dire qu'il n'est pas si grand que ça. Et donc lui, le problème, il pense que c'est lui. Alors que le problème, c'est l'injonction dans l'entreprise, qu'on ne peut pas résoudre à ce moment-là de la vie de l'entreprise. Ça ne fait plus sens. Et pour qu'il puisse sortir de cet état de sidération, on va dire, il faut qu'il y ait ce que les psychanalystes appellent l'état de surgissement du réel. Voilà. Et c'est quoi? C'est un événement qui peut être, en l'occurrence, l'accident psychique de son fils, le divorce de sa femme. Ça pourrait être un accident de lui, un accident, je sais pas, une crise cardiaque, quelque chose qui stoppe la mécanique, ou le suicide d'un collègue, de quelqu'un de proche, comme ça, qui va, du coup, lui faire prendre conscience de quelque chose et le faire sortir de cet état de sidération. Et s'il n'a pas ces événements-là, il va continuer à essayer de résoudre un problème qu'il ne peut pas résoudre. Jusqu'où? Jusqu'à l'épuisement, et peut-être son propre épuisement psychique, et donc là on arrive sur des bornes de personnes, on attribue beaucoup au cadre. C'est ces mécanismes-là qui sont à l'œuvre. Et je trouve ça très passionnant de nourrir des témoignages des gens, des littératures, des gens qui observent le monde, les sociologues, les psychanalystes, etc. Et de fabriquer de la fiction avec ça. Il y a quelques jours, on était au 3 Luxembourg à Paris, on a fait une projection avec Christophe Dejour, qui était présent, et d'autres scientifiques de son institut qui étaient là. Et c'était chouette de pouvoir lui dire, voilà, et il le sait, parce qu'on s'est rencontrés pendant l'écriture du scénario, de lui dire, voilà, votre travail a participé à ma réflexion, de construction de fiction, et lui me dit, et je le savais déjà avant, il dit, mais vos films terminés sont utilisés par nous, universitaires, pour, des fois, rendre plus intelligible ce que nous, on s'ingénue à rendre très inintelligible, parfois avec une dialectique trop compliquée. Voilà. Et je trouve ça super que finalement, il y a cet échange de compétences, finalement, dans nos travaux respectifs. Voilà. Et comme le personnage de Vincent Nadon, justement, il y a des événements au fil du temps qui lui font prendre conscience, et qu'au début, il n'a pas conscience qu'il n'y croit plus. Voilà, c'est ça. C'était un rôle d'autant plus difficile pour lui. Exactement. C'était le rôle. On a fait 5 films ensemble avec Vincent. J'espère, je touche de la peau de singe pour qu'il y en ait d'autres. Mais en tout cas, celui-là était plus compliqué parce que c'est presque un rôle qui va à l'encontre de l'énergie de Vincent. Vincent, c'est un leader naturel. Alors, on le voit dans Guerre, il y a quelque chose qui transporte les foules. Alors c'est très spectaculaire, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde, il y a des bagarres avec les flics, etc. C'est très spectaculaire. Mais il est au milieu de scène de 30 personnes, ça parle dans tous les sens, etc. Mais précisément cette énergie-là, c'est une énergie qui est très proche de celle de Vincent. C'est-à-dire que ce qu'il convoque de lui, alors il convoque de la colère, etc., de l'énervement, mais il emmène les troupes. C'est quelque chose qui n'est pas si lointain. Mais ce personnage, c'est un personnage de leader. Hein, on voit que c'est un manager qui est certainement apprécié par ses équipes. On le comprend quand il est avec les ouvriers. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à résoudre un problème et qui a une histoire en amont de cette problématique. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas encore au début du film, qui ne croit plus à ce qu'il raconte. C'est pour ça qu'il le dit de manière très véhémente, qui monte très vite dans les tours face à ses collègues de travail, c'est -1, etc. Il monte très très vite dans les tours. Ce n'est pas normal. Quand on est très sûr d'une décision, on dit on l'a fait, on va le refaire, c'est comme ça. Là, il est tout de suite très 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 tendu avec son collègue le chauve. Et c'est pas normal. Mais c'est compliqué pour Vincent à ce moment-là, pour l'acteur, c'est de jouer les mots du leader
Alors qu'au fond, il n'y croit pas. Mais lui, l'acteur, ne doit pas avoir conscience qu'il n'y croit pas, donc c'est une espèce de gymnastique très compliquée qui fait que le chemin à emprunter était super fragile. Il y a eu beaucoup plus de prises que dans alors, Sarah y a assisté à ces scènes-là. Alors, après, la première fois que Sarah assiste à les scènes avec Vincent, c'est quand il y a tous les ouvriers qui sont réunis. Après, il y a la scène en face à face où ils sont en train de le piéger, et puis la scène, je trouve très bouleversante, de Vincent qui se fait piéger avec les salariés. Mais en tout cas, dans la première partie du film, c'était très compliqué pour Vincent parce que son penchant naturel, c'était très convaincant en disant on l'a fait, on peut le faire, etc. Sauf qu'il fallait qu'il ne soit pas si convaincant que ça. C'est un peu la couleur ça a l'air d'être convaincant, mais ça ne l'est pas au fond. Mais c'était pas simple à jouer pour lui. Et c'est certainement la prestation la plus difficile qu'il a eu à faire de nos 5 films. Super. Le temps dont il est calé. Je crois que j'aurais fait mon sport ce soir. Bonsoir. Alors moi j'avais une question, c'était de savoir en fait si vous faites des recherches, des études, c'est toujours des sujets qui sont assez sociaux et des sujets de la réalité qu'on vit aujourd'hui, hein, c'est un phénomène de société, ce qu'on a vu ce soir. Donc moi j'avais une question sur les recherches, vous avez parlé de Christophe Dejour, donc je vois que vous avez fait appel à des gens compétents effectivement sur l'épuisement professionnel, le burn-out, etc. Donc du coup j'ai une question, de savoir si vous avez fait plus de recherches, d'autres recherches, mais j'avais aussi une question pour Sarah, je me permets, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie à vous de faire du cinéma, vous êtes DRH, et puis de jouer ce rôle de syndicaliste en plus, donc ça c'est drôle. Voilà, 2 questions. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du cinéma? Alors, quand vous avez Stéphane Brézé qui vous propose de faire un film, vous dites pas non, voilà, déjà. C'est le charme derrière. Moi, je connaissais déjà très bien le travail de Stéphane, tous les films qu'il avait fait, donc j'étais déjà vraiment admirative de son travail, donc la question s'est même pas posée, de savoir, voilà, c'était vraiment pour moi un honneur et une vraie chance. Et après, le fait d'avoir été dans un rôle de délégué syndical, c'était particulièrement émouvant pour moi, parce que, effectivement, en tant que DRH, j'ai l'habitude de travailler avec des délégués syndicaux. C'est des gens que je connais dans leur environnement professionnel, mais aussi quelquefois dans un environnement un peu plus informel, pour lequel j'ai énormément de respect, et avec qui, bizarrement, j'ai toujours assez bien fonctionné, avec qui on s'est toujours assez bien entendu. Et donc il n'y a pas eu tellement d'efforts à faire en fait pour me mettre dans le rôle et dans la peau de quelqu'un qui croit en quelque chose, qui défend quelque chose et qui arrive avec une conviction et des valeurs. Donc c'était finalement très facile, et puis c'était finalement ma place, je pense, quand tu m'as dit au 5e ou 6e casting que j'avais le rôle de délégué syndical et non pas de cas, j'étais particulièrement émue parce que au fil des discussions qu'on avait eues, c'était là où était ma place, en fait. Il commence à être tard, on dit encore 1 ou 2 questions, ça vous va, Stéphane? On va faire 1 ou 2 questions, puis on va... Ouais. Je commence par en bas, ce sera plus simple, je vais ensuite. Bonsoir. Ce que j'ai vu à l'écran, c'est ce qu'on entend souvent à la radio sur le quotidien économique. C'est ce que certains d'entre nous ont pu vivre aussi en entreprise. Alors ne le prenez pas contre vous, les gens qui sortent, donc ne le prenez pas personnellement, ça arrive, c'est l'heure, c'est très rapidement, pour ne pas avoir appelé ça un autre monde, en fait. Et ensuite, j'ai vu dans les remerciements que vous remerciez le Delouche. C'est indiscret. Alors, c'est pareil, en fait, le titre, ça rejoint la question que posait Madame sur une interprétation. Il y a plein de portes d'entrée au titre. Vous y avez au moins une interprétation, vous y projetez quelque chose. Et je vais pouvoir vous en donner des explications. En fait, cet autre monde. Voilà. D'abord, j'aime bien les titres qui potentiellement peuvent avoir plusieurs portes d'entrée. C'est le cas pour celui-là. Une porte d'entrée possible, c'est est-ce que cet autre monde, c'est le monde qu'il est en train
son monde familial qui est en train de partir, mais même aussi son monde professionnel, l'idée d'un fonctionnement d'entreprise c'est derrière, voilà, les choses sont en train de s'écrouler. Est-ce qu'on parle de ce monde-là? Est-ce qu'on parle peut-être aussi d'un monde, finalement, de cet autre monde qui est peut-être le monde qui lui appartient vraiment, dont il s'est éloigné peu à peu, au fil des ans, sans s'en rendre compte, et que peut-être vers lequel il va aussi aller, par cette expérience qu'il va faire. C'est peut-être ça, cet autre monde. Il n'est peut-être pas si loin, ça, cet autre monde. C'est peut-être son propre monde. C'est une explication possible. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est finalement dessiné aussi, d'une forme quelque chose un peu mélancolique avec ce titre, par l'expérience qu'on partage tous depuis 2 ans, l'expérience de la pandémie. Et au premier confinement, on a beaucoup de gens parlaient, de manière très légitime, de l'idée de se saisir de l'opportunité de cet arrêt soudain du monde pour penser le monde autrement. Ça nous raconte quelque chose de la manière dont on est en lien avec le vivant, avec une forme d'arrogance de notre part sur le vivant, etc. Pensons peut-être à un autre monde. En tout cas, c'est une opportunité de le penser. Et puis, le déconfinement est arrivé, l'été est passé, 2e confinement, et force est de constater que tout ça c'est une musique qui s'est tue, en fait, clairement. Et de parler de cette... Alors, le titre existait avant le confinement, et finalement d'entendre cet autre monde-là aujourd'hui, il y a quelque chose de assez mélancolique sur quelque chose qui aurait pu peut-être être saisi, qui aurait dû être saisi et qui n'a pas été saisi, avec finalement, j'ai envie de dire, le pauvre espoir que ce qu'on retrouve soit au moins ce qu'il y avait avant, comme si ça allait bien avant, quoi. Donc c'est quelque chose un peu mélancolique dans ce titre-là. Et il y a certainement plein d'autres interprétations possibles à ce titre. Et pourquoi Claude Lelouch? Il se trouve que j'ai croisé la route de Claude Lelouch, ça remonte à un paquet d'années, c'était en 2004. J'ai fait un film qui s'appelait Entre adultes, qui était un film qui était fait au-delà d'être en pirate. C'était pas du tout un film, c'était un film qui était fait en quelques jours, comme ça, en vidéo, avec des acteurs qui étaient professionnels, mais qui n'avaient jamais tourné. Enfin, c'était un truc qui n'aurait jamais dû arriver sur les écrans. C'est un film que j'avais fait dans un stage avec des acteurs. Et puis, c'était sur une étagère, c'était fait un film qui était tourné en 4 jours, écrit en 10 jours, monté en 4 jours, donc une expérience comme ça, un peu, ça s'appelle Entre adultes. Et puis, je l'ai montré à un ami, qui posait des questions sur ce que j'avais fait, etc. Donc c'est au moment où j'avais fait Je ne suis pas là pour être aimé. Donc Entre adultes, c'est fait avant, mais ça restait sur l'étagère, c'était sa destinée de ce film-là. Je fais Je ne suis pas là pour être aimé, dont on parle pas mal à ce moment-là. Je recroise la route de ce copain que j'ai pas vu depuis longtemps, et je lui parle un peu par hasard d'Entre adultes. Et il voit le film, il dit c'est super, il faudrait qu'on sorte en salle, c'est un vrai film, etc. Bon, il faut qu'on trouve un peu d'argent pour des opérations techniques sur le film. Bon, il se trouve que ce gars-là, c'est le fils de Claude Lelouch, et il va demander des renseignements de production à son père, et son père, il y a 10 minutes à lui accorder, il dit ok, montre-moi ça, qu'est-ce que tu veux. Il est resté 1h30 dans le film, il a dit ne va pas chercher plus loin, je vais être le producteur de film, je vais sortir l'argent. Et donc Claude Lelouch est devenu le producteur d'Entre adultes comme ça. Donc j'ai fait la rencontre de Claude Lelouch, ce qui était précieux parce que son enthousiasme à mon endroit m'a vachement touché, parce qu'il était en âge d'être mon père. Il y avait quelque chose de très paternel dans sa parole, de bienveillance, d'enthousiasme, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce que c'est quelqu'un qui a clairement inventé des formes de filmage, de montage, de dramaturgie. C'est quelqu'un d'important dans le cinéma, très important. Et puis, donc, à chaque fois que j'écris un scénario, à chaque fois que je suis en période de montage du film, je lui montre, avant que ce soit terminé, ou que c'est en écriture, pour échanger avec lui. Voilà. Donc, les quelques personnes, les premières personnes que je remercie, c'est toujours les personnes, indépendantes, il y a ma compagne, hein, que je remercie de me supporter, mais c'est les autres, c'est les gens à qui j'ai fait lire le scénario, où j'ai montré une copie de travail. Donc, voilà. Dernière question. Oui, alors par rapport à la filmographie, tous tes films sont très sociaux.
Moi, c'est juste, j'ai un petit Pas tous regret. les films sont très sociaux. Non, mais tous les derniers, là. J'ai un regret, c'est, pour moi, le meilleur, c'est L'œil qui traîne, le court-métrage. Et j'attends toujours... Tout ça pour ça, putain. J'attends toujours le long-métrage qui représentera un peu L'œil qui traîne, avec ce côté social, mais drôle. Alors c'est vrai que j'ai une période plus drôle, effectivement. Le débile, je ne suis pas là pour être aimé. Et même ce film-là, il y avait une drôlerie que j'ai un peu abandonnée, qui m'a néanmoins permis de nourrir ma famille pendant quelques années. Tous les films que j'ai faits, j'en suis heureux. Il n'est pas complètement impossible que le prochain soit plus drôle. Mais pas forcément avec des questions sociales ou politiques, mais ce qui m'intéressait, c'est quand même réussir à traiter ces questions-là avec plus de drôlerie, parce que en fait, il y a, dans toutes les histoires qu'on m'a racontées pour construire les films, j'ai toujours une frustration, c'est que je suis obligé systématiquement de baisser le curseur du réel pour que les films réalistes aient l'air vrais. Et que si je mettais vraiment tout ce qu'on me raconte, ça n'aurait l'air pas vrai. Alors je me pose la question de comment on fait pour que ça passe à l'écran. Ben, je pense qu'il faut passer par la farce. Et, quand, je ne sais pas si vous avez lu France de Bruno Dumont qui raconte là le monde des médias, oui. Il charge. Enfin, je pense qu'il est à plein d'endroits, il est très très proche du réel, notamment dans la manière dont on met en scène les reportages, etc. Et il en a fait une farce, en fait. Et je pense que c'est aussi une façon de rendre compte du réel. Le réel est parfois tellement grotesque qu'un film réaliste ne peut pas en rendre compte. Oui. Donc, il n'est pas complètement impossible que je rebascule vers une dimension d'humour, peut-être. Quand vous me dites, c'était le meilleur truc que j'ai vu, c'était le truc que vous avez fait en 96, et le mec qui s'est acharné pendant des années à faire des longs métrages, et ça m'a un petit peu quand même au moral. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous. J'aimerais qu'on remercie Isabelle Delisle et sa communauté. Et puis surtout, si vous avez des films, n'hésitez pas à en parler. Allez autour de vous. Il sort le 16, à vous d'en parler. Merci pour ça.